Lorsque Miss Marple arriva à Chipping Ferrers durant la 3e semaine de septembre, le village avait déjà troqué sa beauté estivale contre cette beauté plus précise et révélatrice propre au début de l'automne anglais. Les pelouses laissaient apparaître les premières zones flétries. Les dahlias se dressaient avec une brillance déterminée, teintée de désespoir, et les corneilles noires, au-dessus de l'église Saint-Botolphe, volaient en groupes menaçants sur un ciel d'un argent pâle. L'horloge de la tour de Saint-Botolphe sonna 11 heures lorsque Miss Marple remonta le petit chemin de Madame Dolby entre les marguerites de la Saint-Michel. « Il n'est pas 11 heures, dit aussitôt Madame Clara Dolby depuis l'embrasure de la porte. « Il est 8 minutes moins 8. Ne vous fiez jamais à cette horloge, ma chère. Monsieur Hollings prétend qu'elle a toujours avancé et qu'elle incite à la ponctualité, mais je trouve cela d'une pieuse supercherie. » Miss Marple sourit. « Dans les villages, dit-elle, on constate très souvent que les arrangements locaux sont fondés sur le caractère plutôt que sur des principes. » Madame Dolby rit, embrassa affectueusement sa visiteuse et l'invita à entrer. C'était une veuve agréable, aux joues roses, au regard pétillant, et qui parlait d'une manière qui laissait deviner que toute faiblesse humaine était légèrement amusante, jusqu'à ce qu'elle devienne trop personnelle. Sa maison, située sur la Grand Rue, était carrée et confortable, avec des cuivres polis, un salon embaumant la lavande et le bois de pommier, et des antimacassars fabriqués par une vieille tante dont le caractère, comme Madame Dolby le disait souvent, avait été bien supérieur à son goût. De la fenêtre du salon, on pouvait apercevoir un morceau de rue, les ifs du presbytère, et, au-delà, le chemin menant à Peel House, où vivait Madame Dorothea Peel. « Elle donne un petit dîner jeudi, » dit Madame Dolby en versant du thé. « Un dîner très sélect, de très bon goût, il faut bien l'avouer. Dorothea Peel fait toujours les choses avec goût. Elle nous a invités, vous, moi, le docteur Farrow, la pauvre Constance Ville, qui mourra de bonheur en feignant de trouver tout cela vulgaire, Walter Finch et Geoffrey Sable avec sa femme. Des gens très distingués, voyez-vous, même si elle-même n'est pas vraiment de la campagne, si vous voyez ce que je veux dire. » Ah ça. Miss Marple, qui savait toujours ce que cela signifiait, remua pensivement son thé. Madame Dolby s'installa en face et continua avec le plaisir tranquille d'une femme arrangeant personnes, motifs et tissus d'ameublement en groupe cohérent. Madame Peel est arrivée de Londres il y a 2 ans. Veuve, très aisée, pas vraiment vieille, mais assez âgée pour ne plus se soucier de son âge. De beaux vêtements, du beau linge de maison, de l'argenterie véritable, et cette assurance démesurée qu'on n'acquiert qu'à force de n'avoir jamais essuyé de refus. Mais elle était habile. Elle a souscrit à la cagnotte pour la toiture de la paroisse dès la première semaine et n'a jamais repris la femme du pasteur au sujet des compositions florales, même si elle en avait certainement envie. C'était de la sagesse. « Et son neveu ?» demanda Miss Marple. Madame Dolby lui jeta un coup d'œil rapide. « Ma chère, vous n'êtes ici que depuis 1 heure. On remarque les noms. Oui, enfin, Geoffrey Sable est beau, faible, dépensier, et on lui pardonne généralement. Sa femme, Vera, est du genre à s'apitoyer sur le sort des autres. Ils habitent au Cèdre, à moins d'1 kilomètre de Peel House. Il paraît que Madame Peel doit laisser une somme d'argent à sa mort, même si, bien sûr, on n'aime jamais aborder ce genre de sujet ouvertement. Pourtant, les gens le font. Geoffrey a eu 1 ou 2 petits soucis d'argent. Rien de criminel. Juste le genre de choses qui donnent des sueurs froides aux avocats. Et Madame Peel a un compagnon ? Agnès Hartwell. Elle est à son service depuis des années. Pas vraiment une servante, ni une amie. Le genre de femme qui ouvre la porte, tient les comptes, se souvient de qui n'aime pas les champignons et sait où sont les lettres de chacun. Les femmes très utiles peuvent être dangereuses, Jane. Elles en voient trop. Miss Marple, qui le savait depuis près de 70 ans, ne prit pas la peine de répondre. Dehors, l'horloge rapide de l'église sonna les quarts d'heure. Le son résonna sur les toits du village avec une autorité étrange, comme une parole prononcée par quelqu'un qui n'a pas toujours raison, mais dont on écoute toujours la voix. Miss Marple leva instinctivement les yeux. « C'est une cloche très puissante », a-t-elle déclaré. Madame Dolby suivit son regard. « Oui,
On l'entend aussi bien de Peel House que d'ici. Dorothea Peel dit que cela prévient la solitude. J'ose dire que cela prévient aussi l'intimité. Cet après-midi-là, et le suivant, le village poursuivit ses activités habituelles, qui, dans un village anglais, ne sont jamais aussi ordinaires qu'elles n'y paraissent. Manselville supervisa une dispute au sujet de feuilles de champ de moisson. Madame Price, à la poste, égara un mandat et le retrouva sous le chat. Le docteur Farrow, bravant la bruine à vélo, alla voir un enfant atteint de laryngite striduleuse et revint trempé, mais serein. Walter Finch se rendit à son bureau, son parapluie soigneusement plié, malgré les signes de pluie imminente. On aperçut Geoffrey Sable chez le buraliste, achetant des cigarettes qu'il ne pouvait se permettre et souriant comme un homme qui a toujours espéré que son sourire servirait de moyen de paiement. Miss Marple n'a aperçu Madame Peel qu'une seule fois avant le dîner, et seulement pendant quelques instants. C'était mercredi matin. Madame Dolby l'avait emmenée au village rendre visite à une cousine âgée et examiner la vitrine du marchand de tissus qui, selon Madame Dolby, n'avait pas compris que le crêpe de deuil devait avoir un aspect triste et non brillant. Alors qu'elle sortait du bureau de poste, Madame Peel traversa le trottoir en leur direction. C'était une belle femme aux cheveux argentés dissimulés sous un petit chapeau sombre, dont le visage, jadis simplement joli, avait acquis une distinction empreinte de maîtrise de soi. Elle se tenait droite, non pas avec une énergie vulgaire, mais avec détermination. Ses gants étaient gris perle, ses perles étaient authentiques, ses yeux, bleus et froids, embrassaient chaque chose d'un seul regard. « Ma chère Clara, dit-elle, quel délice! Et Miss Marple aussi. Nous serons si heureuses demain, 7h30, et pas plus tard. Geoffrey est toujours en retard si on lui laisse le moindre répit. » Sa voix était basse et agréable. Elle donnait l'impression que la courtoisie était une faveur. Pourtant, tandis qu'elle parlait, une étrange absence se lisait sur son visage, comme si une introspection se poursuivait sans interruption sous cette surface charmante. « J'espère que vous allez bien, » dit Miss Marple. « Parfaitement, merci. Le docteur Farrow s'inquiète parce que j'ai parfois un cœur fragile. On s'attend à ce qu'après 60 ans, on considère son corps comme une institution publique. » Elle sourit. Madame Dolby protesta comme il se devait. Madame Peel se tourna légèrement. Agnes Hartwell se tenait un pas derrière elle, portant un paquet de bougies et une boîte de fleuriste. C'était une femme mince, vêtue d'un simple manteau bleu marine, au visage marqué par la patience et la retenue. Ses yeux bruns étaient attentifs. Elle s'inclina légèrement devant Madame Dolby, moins devant Miss Marple. « Madame Hartwell se souvient de tout le monde, » dit Madame Peel avec une indifférence amusée. « C'est l'un de ses dons. » Agnès dit « Bonjour », d'une voix si indistincte qu'on aurait pu dire si elle dissimulait de la lassitude, de la loyauté ou de l'aversion. Puis elles continuèrent leur chemin ensemble, maîtresse et dame de compagnie, sous l'enseigne de la poste. Madame Peel marchait comme si le village était un lieu qu'elle avait pris en charge régulièrement. Agnès suivait, portant les fleurs. Miss Marple les observa un instant. « Un arrangement ancien, dit-elle. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Madame Dolby. « Oh, il suffit de voir ces associations. Femmes utiles et femmes dépendantes, ou femmes dépendantes et femmes utiles. Chacune s'imagine connaître la valeur de l'autre, et chacune se trompe généralement. » Madame Dolby, qui appréciait les remarques directes et pertinentes, répéta celle-ci pendant le dîner. Jeudi arriva sous un ciel nacré, puis une lumière plus claire, et enfin l'un de ces après-midi où l'automne semble retenir son souffle avant de céder au froid. Madame Dolby passa une heure agréable à choisir la robe de soie noire qui conviendrait le mieux à son opinion pour l'occasion. Miss Marple écrivit 2 billets, raccommoda une manchette et s'assit près de la fenêtre tandis que l'horloge de l'église, rapide et imprécise, égrenait les jours. À 6h30, Madame Dolby, d'une ponctualité exemplaire pour les repas et d'une tendance à la ponctualité pour les vêtements, déclara qu'elle n'était pas encore prête. Miss Marple, préférant arriver avec une marge de sécurité, proposa de marcher discrètement devant et suggéra que Clara la suive en voiture, si le vieux cocher de M. Dolby parvenait à la faire démarrer. « Les soirées sont encore douces, » dit Miss Marple, « et on découvre mieux un endroit à pied. »
Elle emprunta le chemin menant à Peel House, sous les châtaigniers dont les feuilles commençaient déjà à se dénuder. Au loin, l'horloge de Sainte-Botolph sonna la demi-heure avec une gaie insistance. Une grive vola au ras de la haie. Quelque part, quelqu'un brûlait des déchets de jardin, et la fumée bleutait les jardins familiaux. Peel House se dressait un peu à l'écart du village, au cœur d'un vaste jardin ceint de vieux murs de briques. De style géorgien, elle affichait une allure distinguée, avec une imposte au-dessus de la porte d'entrée et une allée de gravier qui s'incurvait vers des ifs taillés. Les fenêtres de la salle à manger laissaient filtrer une douce lumière. On apercevait, au-delà, la table dressée en blanc et, en son centre, un bouquet de roses pâles dans un vase en argent. Miss Marple monta les marches de l'entrée. À ce moment précis, l'horloge de l'église sonna 7 heures. Elle compta les coups presque machinalement. Le son portait très distinctement dans l'air immobile. La porte d'entrée n'était pas complètement fermée. Dans une maison bien rangée, cela est souvent plus perturbant qu'un cri. Miss Marple porta la main à la porte et l'ouvrit davantage. Le hall était éclairé. Une légère odeur de cire d'abeille, de roses et d'autres choses flottait dans l'air. Un parfum peut-être, ou la fraîcheur persistante d'une pièce longtemps restée fermée. Personne n'entra dans l'immédiat. Plus loin dans la maison, une horloge tic-taquait d'un rythme régulier et familier. « Madame Hartwell » appela Miss Marple. On entendit le léger et rapide pas de pas sur un tapis. Agnès Hartwell sortit du couloir menant à l'arrière de la maison. Elle n'avait pas de chapeau et une tache sombre d'eau marquait une de ses manchettes. Un instant, elle s'arrêta net en voyant qui se tenait dans le couloir. Puis elle sembla reprendre ses esprits. « Oh, Miss Marple, vous êtes en avance. »« Oui, la porte était ouverte. » Agnès serra les lèvres. « Je venais juste de voir si Madame Peel était prête. Elle se reposait au salon il y a quelques minutes. Si vous pouviez entrer. » Elle se retourna en parlant, et Miss Marple, qui la suivait, vit que les mains de la femme étaient très serrées. Le salon donnait sur le jardin par de hautes fenêtres désormais voilées de rideaux à demi tirés. Les lampes étaient allumées, bien que le feu fût éteint. Une étrange quiétude régnait dans la pièce, comme si elle était inoccupée depuis un certain temps. Sur une table basse reposait un roman, une paire de pince-nez et une petite boîte en émail. Sur la cheminée, une pendule française sous verre indiquait 7h moins 5. Madame Dorothea Peel était assise dans un fauteuil à haut dossier près de la cheminée, vêtue de satin noir et de perles. L'impression, un instant, n'était pas celle de la mort, mais celle d'un arrangement. Sa tête était légèrement tournée vers la porte, une main posée sur l'accoudoir du fauteuil, l'autre négligemment laissée sur ses genoux. On aurait dit qu'elle attendait de dire « Vous êtes le premier, c'est très gentil. » Mais son visage était trop figé, et sa bouche s'était figée dans cette petite et terrible torpeur qu'aucune vanité vivante ne saurait maîtriser pleinement. Agnès émit un son, non pas un cri, mais une respiration forcée et rauque. Elle ne me répond pas. J'ai cru qu'elle dormait. Miss Marple. Miss Marple avait déjà traversé la pièce. Elle toucha la main posée sur les genoux. Elle était froide, d'une froideur qui n'avait rien à voir avec la soirée. « Pourriez-vous immédiatement faire venir le docteur Farrow » demanda-t-elle doucement. Agnès la fixa du regard. « Oui, bien sûr. Et peut-être appeler quelqu'un du village. Madame Dolby arrive. Si Monsieur Finch arrive en premier, il pourrait être utile. » Agnès se retourna et sortit d'un pas rapide plutôt que désordonné. Miss Marple resta près du fauteuil. La mort ne l'éprouvait pas. Elle en avait trop vu pour cela. Mais elle avait un profond respect pour les petites marques de décence humaine qui devaient l'entourer. Or, ici, ces marques de décence étaient défaillantes. Madame Peel était habillée pour le dîner. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Pourtant, la pièce était froide. Pas de feu. Aucune impression de présence récente. Les roses sur la table de la salle à manger, visibles à travers les portes doubles ouvertes, commençaient à se flétrir, plus qu'on ne l'aurait cru pour des fleurs fraîchement disposées pour un repas du soir. Et sur la table d'appoint, le pince-nez reposait sur le roman fermé au lieu d'être rangé dedans. Miss Marple remarquait des choses comme d'autres remarquaient une éclaboussure de sang.
Elle ne toucha à rien. Elle resta immobile, le regard perdu. Une minuscule trace d'humidité marquait la table polie près de la boîte en émail, comme si un verre s'y était posé avant d'être retiré. Les lèvres de Madame Peel étaient légèrement assombries. Une boucle d'oreille en perles n'était pas parfaitement droite. Et, sous la douceur des roses et de la poudre, flottait dans la pièce une amertume médicinale. L'horloge rapide de Saint-Botolph sonna le quart d'heure. Une voiture déboula brusquement sur le gravier. Des voix suivirent. Agnes Hartwell revint, suivie de près par le docteur Farrow, sa sacoche noire à la main et le visage déjà grave et professionnel. Derrière lui arrivait Walter Finch, l'air sérieux et impeccable, qui retirait ses gants, suivi presque aussitôt par Madame Dolby, le visage rouge, angoissé et essoufflé par la hâte. Le docteur Farrow se pencha sur la chaise. Les autres restèrent en retrait, Madame Dolby une main à la gorge. Au bout d'une minute, il se redressa. « Elle est morte », dit-il inutilement. « Définitivement morte. » Agnès hocha légèrement la tête, comme si cette déclaration, aussi terrible fût-elle, confirmait quelque chose qu'elle parvenait difficilement à gérer. Finch regarda Miss Marple, puis détourna le regard. Le docteur Farrow sortit sa montre, examina les yeux et la peau, toucha le poignet, la gorge, la main. « Je dirais, dit-il lentement, pas très longtemps, peut-être une demi-heure, un peu plus, éventuellement. »« Cœur ?» demanda Finch. Farrow hésita. Elle présentait des faiblesses cardiaques occasionnelles. Il pourrait s'agir d'une insuffisance cardiaque, mais face à une mort subite, on ne tire pas de conclusion trop hâtive. Agnès prit la parole pour la première fois depuis son arrivée. Elle était parfaitement elle-même à 6 heures. J'ai apporté son plateau, juste un peu de thé, car elle disait n'avoir plus faim. Elle m'a demandé de faire déplacer les roses du petit salon à la salle à manger et de me souvenir que Mademoiselle Vell n'aime pas la soupe à la crème. Le docteur Farrow leva les yeux. Elle parlait normalement ? Oui. Et après ? J'étais à la maison. J'étais en train de disposer les cuillères à dessert dans la salle à manger. Puis je suis monté voir si je devais descendre son châle. Et... Elle s'arrêta. J'ai d'abord cru qu'elle s'était endormie. Je n'arrivais pas à y croire. Sa voix s'est légèrement brisée, mais il n'y avait pas de larmes. Walter Finch s'éclaircit la gorge. Pauvre Dorothée. Madame Dolby murmura. C'est affreux. C'est absolument affreux. Une autre voiture s'arrêta, puis une autre. Les convives, ayant ponctuellement répondu à l'invitation à dîner, commencèrent à arriver sur le chemin de la mort. C'est dans les villages et dans les maisons villageoises que le malheur survient souvent, non pas avec grandeur, mais en plein dîner. S'ensuivit cette confusion misérable, presque indécente, de voix abaissées, de portes ouvertes à la hâte, de chapeaux à moitié ôtés puis oubliés, d'exclamations étouffées. Constanceville arriva la première, imposante, compétente et poudrée pour l'occasion. À la vue des visages dans la salle, elle parut à la fois plus importante et moins agréable. Il s'est passé quelque chose. Madame Dolby, qui n'aimait pas divulguer d'informations à autrui, a déclaré « Madame Peel est décédée, soudainement, dans le salon. » La main de Constance se porta instinctivement à sa broche. Son regard s'aiguisa. « Morte ? Ce soir ? Mais je l'ai vue hier pour les listes de récolte. Elle était... C'est terrible. Pauvre chère Dorothée. » Elle a dit « Pauvre chérie », avec une justesse parfaite et une excitation indéniable. Puis arrivèrent Geoffrey et Vera Sable. Geoffrey entra rapidement, la tête légèrement baissée car il n'avait pas de manteau et la soirée s'était rafraîchie. Il aperçut le groupe rassemblé, les observa un par un et son teint pâle le quitta. « Qu'est-ce que c'est ?» Personne ne répondit sur le champ. Vera Sable, petite et brune vêtue de soie vert terne, se tenait juste derrière lui, une main sur les boutons de ses gants. Son visage changea à peine, mais ses yeux se portèrent aussitôt sur Agnes Hartwell et s'y fixèrent. Madame Dolby a dit à voix basse « Votre tante est tombée malade, très malade.
Geoffrey la bouscula pour entrer dans le salon. Il y eut un bruissement, un murmure, le rapide « Geoffrey » de Vera, puis le silence. Miss Marple, debout près de la cheminée, vit le jeune homme s'arrêter net sur le seuil, comme frappé par une violente frayeur. Son visage se figea. Il s'approcha de la chaise, se pencha, puis recula si brusquement qu'il effleura la petite table et fit trembler son pince-nez. Mon Dieu! Cela semblait sincère. Pourtant, la culpabilité et le chagrin se sont déjà heurtés de front par le passé. Vera entra après lui, plus lentement. Elle ne regarda pas d'abord le corps. Elle regarda Geoffrey. Puis elle se força à se tourner vers Madame Peel, et une sorte de pitié dure se peignit sur son visage. « Quand » demanda-t-elle. Le docteur Farrow a déclaré « Il n'y a pas si longtemps, je crois. » Geoffrey le regarda avec un effort visible. « Elle allait parfaitement bien ce matin. » Agnès répondit depuis l'embrasure de la porte. « Oui, monsieur. » Miss Marple regarda Agnès. Le visage de sa compagne restait parfaitement impassible, mais une rougeur apparaissait en haut de chaque joue. Monsieur Finch parla d'un ton sec et ferme. « Je crains que la police doive être informée. Mort subite, vous comprenez. » Geoffrey se retourna. « La police, si c'était son cœur. » Farrow dit calmement. « Geoffrey, il n'y a pas lieu de s'alarmer. C'est une procédure courante. » Pas de quoi s'alarmer. C'est le genre de phrase qui pèse sur la conscience coupable comme de la suie. Geoffrey répondit rapidement. « Bien sûr. Oui, bien sûr. » Zelleville, qui s'était glissé dans la pièce, murmura. « Quel malheur pour Agnès. Un tel dévouement. 15 ans, n'est-ce pas ?»« 14 ans et demi, » dit Agnès. La précision les a tous surpris. L'inspecteur Graves arriva peu avant 8 heures. C'était un homme robuste, au visage simple et à l'air d'une détermination respectueuse, ce qui le rendait apprécié de ceux qui n'avaient rien à cacher et sous-estimé par ceux qui en avaient. Il s'adressa brièvement au docteur Farrow, observa la pièce, le corps, les visages et se mit aussitôt à l'œuvre. Personne ne devait quitter les lieux avant que les dépositions n'aient été recueillies. Il était interdit de toucher à quoi que ce soit dans le salon. Madame Dolby fut conduite dans le petit salon avec Mademoiselle Véal, où elles burent du xérès qu'elles n'avaient pas voulu et tinrent des propos qu'elles nièrent par la suite. Vera, les mains jointes, ne toucha à rien. Geoffrey fit 2 allers-retours à la fenêtre avant que l'inspecteur Graves ne lui demande très gentiment de rester où il était. Agnès demeura près de la porte comme si elle était encore de service. Walter Finch, dont l'instinct était toujours de faciliter le déroulement des opérations sans jamais paraître autoritaire, fournit les noms, adresses et la liste exacte des invités. Graves a commencé là où la maison a commencé, avec Agnes Hartwell. Elle se tenait dans le couloir sous la lampe, les mains désormais démêlées et posées l'une sur l'autre au niveau de sa taille. « Vous avez trouvé Madame Peel ?»« Oui. »« À quelle heure ?» Je ne saurais dire exactement. Quelques minutes avant l'arrivée de Miss Marple. J'avais pris le thé à 6 heures, puis j'étais redescendu. Il y avait quelques petites choses à régler. Madame Peel était habillée. Elle a dit qu'elle se reposerait au salon avant de venir recevoir les invités. À 6 heures précises ? Presque. Et puis ? J'étais dans la salle à manger, puis dans le garde-manger, puis à l'étage chercher un châle qu'elle m'avait demandé au cas où la soirée se rafraîchirait. Je suis redescendu, j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vue assise exactement comme maintenant. J'ai d'abord cru qu'elle dormait, puis j'ai parlé, et c'est alors que Miss Marple est arrivée. Quelqu'un est-il venu voir Madame Peel dans l'après-midi ? Les paupières d'Agnès ont bougé une fois. Monsieur Geoffrey est arrivé, je crois, un peu après 5 heures. Un silence s'ensuivit. Geoffrey, depuis l'embrasure de la porte du salon, dit sèchement « Je ne l'ai pas fait. » Tous les visages se tournèrent vers lui. L'inspecteur Graves leva les yeux. « Vous n'avez pas appelé ce soir, monsieur ? » ?»« Non. »« Enfin. Je suis passé en voiture.
Je voulais m'arrêter, mais j'étais en retard pour m'habiller. Je ne suis pas entré. Agnès le regarda avec la première expression qu'elle avait montrée. Non pas de la surprise, mais une froide et lasse étonnement. J'ai entendu votre voix dans le couloir, monsieur. Madame Peel a demandé si vous étiez venu vous excuser ou emprunter quelque chose. Je m'en souviens parce qu'elle a souri en le disant. Geoffrey devint blanc sous sa peau claire. C'est absurde. Vera ferma les yeux un instant. L'inspecteur a dit « Nous y reviendrons, monsieur Sable. » Miss Marple, qui écoutait, remarqua 3 choses à la fois. La peur de Geoffrey était réelle. La déclaration d'Agnès avait été prononcée avec trop de politesse, et Vera n'avait pas semblé surprise. Quand ce fut au tour de Geoffrey, il se montra bien moins convaincant qu'Agnès. Il admit plus tôt dans la journée avoir eu l'intention de rendre visite à sa tante dans l'après-midi. Il reconnut des difficultés financières, d'un ton vague et colérique. Il nia être entré dans la maison à 5 heures ou à toute autre heure. Il affirma être resté chez lui jusqu'à 6h30, puis s'être préparé pour le dîner. Vera le regarda une seule fois lorsqu'il parla, puis baissa les yeux. « Votre tante vous appréciait beaucoup ?» demanda Graves. Geoffrey laissa échapper un petit rire sans joie. « Elle aimait bien me gérer. Et vous aider financièrement ? Par moment. Vous attendiez-vous à une aide supplémentaire ? Non. Vous êtes-vous disputé avec elle récemment ? Chacun se dispute avec ses proches. Ce n'est pas une réponse, monsieur. Alors oui, elle avait cette satanée manie de s'immiscer dans ma vie et de penser qu'elle pouvait la gérer à sa guise. Vera dit doucement. Geoffrey. Il l'a frappé. Eh bien, c'est vrai. Quelque chose dans la violence de la scène fit pousser un petit cri de surprise à Madame Dolby dans le salon. Vera, quant à elle, ne broncha pas. Miss Marple l'a remarqué aussi. La déclaration du docteur Farrow était simple. Il était resté au cabinet jusqu'à près de 7 heures, puis était rentré directement chez lui pour se changer. Agnes Hartwell l'avait appelé de Peel House vers 7h10. Madame Peel souffrait effectivement de faiblesse cardiaque passagère et il l'avait mise en garde contre toute excitation. Non, il n'avait pas jugé son état immédiatement alarmant. Oui, elle prenait des gouttes de digitaline, mais à faible dose. Non, il ne pouvait pas encore affirmer qu'il y avait eu un acte criminel. La déclaration de Walter Finch contenait un élément qui changea l'atmosphère de la pièce. Madame Peel l'avait fait venir ce matin-là. Elle souhaitait discuter d'un codicille à son testament. « De quelle nature ?» demanda l'inspecteur Graves. Finch hésita. Les avocats n'apprécient guère la curiosité vivante que suscite la police. Certains changements ont été apportés au legs personnel. Rien de définitif, je dois dire. Elle comptait examiner la question demain. Et ces changements étaient-ils connus de quelqu'un d'autre? Je ne peux pas le dire. Mademoiselle Ville aurait beaucoup à dire, mais ses propos seraient moins utiles. Elle avait vu Madame Peel la veille au sujet des nappes pour le repas des moissons. Dorothea était d'humeur joyeuse. Oui, Geoffrey était toujours à la recherche d'argent. Non, elle ne colportait pas de rumeurs. Agnes Hartwell lui avait toujours paru d'une loyauté sans faille. Le docteur Farrow était un bon médecin, mais peut-être un peu trop sûr de lui. Vera Sable était vraiment à plaindre. Avait-elle mentionné la disparition d'un vase d'autel à Pâques dernier? Non? Alors, qu'il reste. À 9h30, le corps avait été emporté, le dîner réduit à néant, et le village lui-même commençait à prendre conscience de l'événement. Des visages se dessinaient brièvement aux fenêtres, puis se dissimulaient. Les rideaux bougeaient. Les voitures ralentissaient légèrement près de Peel House, puis reprenaient leur vitesse normale. L'horloge rapide de l'église sonna 10 heures avec une vigueur presque joyeuse. Miss Marple rentra chez elle avec Madame Dolby, dans un état de fatigue physique et de vigilance mentale propres à la vieillesse et à l'enquête. « Ma chère, » dit Madame Dolby, dès qu'elles furent seules dans son salon, « si ce pauvre garçon, Geoffrey, ne l'a pas tué, il a pris les dispositions les plus malheureuses pour faire croire qu'il l'avait fait. Il a certainement fait une bêtise.
Agnès entendit sa voix, et il devint aussi blanc que le drap dans lequel on l'avait emmené. Oui, et la volonté qui change. C'est toujours suffisant, n'est-ce pas? Miss Marple retira ses gants et les posa ensemble sur la table. Il ne faut jamais dire toujours, Clara, mais c'est bien trop souvent suffisant pour la police. Madame Dolby baissa la voix, même si personne n'était là pour l'entendre. Pensez-vous qu'Agnès ait dit la vérité? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle revoyait le salon tel qu'elle y était entrée. La silhouette immobile, le roman fermé, le pince-nez, la cheminée éteinte, l'horloge sous verre indiquant 5 heures moins le quart, le léger tintement sur la table d'appoint où un verre avait été soulevé récemment, et ces roses pâles dans la salle à manger, déjà légèrement fanées. Elle a dit la vérité sur certaines choses, a-t-elle finalement déclaré. Lesquelles? Elle était dans la maison. Madame Peel était habillée. Les invités étaient attendus à 7h30. Et Madame Peel était morte quand je suis arrivé. Ce n'est pas grand-chose. Non, répondit Miss Marple, mais c'est mieux que rien. À l'étage, dans la petite chambre que Madame Dolby lui avait préparée, Miss Marple resta assise quelques minutes avant de se coucher. Le village était silencieux sous un fin croissant de lune. Au loin parvenait le faible dernier quartier de l'horloge de Saint-Botolph. Pourquoi, se demanda-t-elle, le corps était-il arrivé avant les invités? L'expression lui vint à l'esprit, complète, étrangement et avec insistance. Ce n'était évidemment pas ce qui s'était littéralement passé. Dorothea Peel n'était pas arrivée. Elle était là, chez elle. Pourtant, l'événement avait produit l'effet d'une arrivée. Le corps avait été disposé, on pourrait presque dire préparé, avant même que quiconque ne vienne le voir. Dans ce salon, il n'y avait pas eu le désarroi horrifié d'une mort soudaine, mais la sérénité d'une mise en scène. Cela lui rappela, aussi absurde que cela puisse paraître, une vieille femme de St. Mary Mead qui, avant de se suicider par empoisonnement, avait dressé la table à thé, ne supportant pas l'idée que ceux qui la trouveraient négligée. Sauf que, dans ce cas-là, les sandwichs étaient fraîchement coupés et la bouilloire sifflait encore. Ici, la pièce semblait plus vieille que la mort. Miss Marple éteignit sa bougie. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait dire par là, mais elle savait qu'elle voulait dire quelque chose. Le lendemain matin, le village réagit comme le font les villages anglais face à une tragédie, avec sympathie, curiosité, jugement moral et une attention renouvelée portée aux légumes des uns et des autres. À 11h, Madame Dolby avait reçu la visite de 3 personnes qui passaient par hasard. À midi, Mademoiselle Vell était venue une fois en personne et avait fait passer un second message par l'intermédiaire du garçon boucher. Après le déjeuner, Madame Dolby et Mademoiselle Marple se rendirent au presbytère sous un prétexte anodin et revinrent par la grande rue, où la poste, la pharmacie et le salon de thé recelaient chacun des fragments de ce qui devenait rapidement un récit collectif. Dans le salon de thé, Mademoiselle Véal était déjà installée avec Madame Price de la Poste, Madame Ledger, la femme du chef de gare, et une assiette de gâteau aux graines qu'elle ne mangeait pas. « Ma chère Miss Marple, s'écria-t-elle, venez nous sauver des rumeurs. Il faut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut ignorer. Geoffrey Sable a été pratiquement insolent envers Dorothea la semaine dernière encore, au sujet des souscriptions pour le bazar. Je l'ai entendu moi-même dans son jardin. L'argent, bien sûr. » Madame Price se pencha en avant jusqu'à ce que son chapeau tremble. Et Madame Peel devait modifier son testament. Monsieur Finch ne le dira pas, mais son silence vaut presque autant que s'il le disait. Madame Ledger a ajouté. Mon ami Fred dit que Monsieur Sable a été vu hier avant 6h au volant, conduisant très vite en direction de la route de Londres. Fred voit tout sur le quai, sauf les colis, a déclaré Mademoiselle Vell. Madame Dolby a déclaré avec amusement. Agnes Hartwell a entendu la voix de Geoffrey dans le couloir. Il a nié les faits. C'était devant l'inspecteur. « Là !» s'écria Madame Price. Miss Marple remua son thé. « Est-ce que Madame Peel recevait souvent ?»« Pas vraiment, » dit Mademoiselle Vell. « Elle aimait trop tout contrôler, 6 ou 7 tout au plus, des gens bien équilibrés. Elle n'appréciait pas ce côté brut du village, comme elle l'avait dit un jour à Agnès, même si, bien sûr, Agnès ne l'a répété à personne.
Elle marqua une pause. Du moins, c'est ce que nous pensions. Madame Hartwell semble très dévouée, dit Miss Marple. La bouche de Constanceville se crispa. Les femmes dévouées le sont souvent. Elles s'attachent au foyer comme le lierre s'accroche au mur. On oublie sa présence jusqu'à ce qu'il commence à envahir le toit. Madame Dolby a dit d'un ton doux. C'est plutôt difficile. Constance était colorée. Je ne veux rien dire contre cette femme. Simplement, l'utilité crée des attentes. Dorothée Apil savait précisément combien elle devait et à qui. « Et Geoffrey » demanda Miss Marple. Manzelville semblait ravie d'être consultée. Geoffrey est faible. Les hommes faibles sont capables de choses terribles lorsqu'ils ont peur. Non par méchanceté peut-être, mais parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort. Si Dorothée menaçait de le renier, et elle pouvait être glaciale, alors j'ose dire. Elle s'arrêta, car le docteur Faraud était entré. Il aperçut le groupe, accepta le thé à contre-cœur et s'assit avec le courage résigné d'un homme qui sait que, dans les villages, les informations niées ne font que s'améliorer lorsqu'on les raconte. « Comment va Agnès Hartwell » demanda Miss Marple. Faraud passa une main sur son front. Épuisée, mais calme. Elle insiste pour rester à Peel House jusqu'à ce que M. Finch règle la situation. Et Geoffrey ? Également composé, mais avec moins de mérite. Mademoiselleville a émis un son. Faraud la regarda. « Tu ferais mieux de le dire, Constance. Si tu ne le fais pas, tu ne feras que le sous-entendre davantage. » Elle se redressa. « J'allais simplement dire que Geoffrey a toujours été instable en matière d'argent. » Oui, a dit Faraud. C'est malheureusement vrai. Miss Marple a dit. Vous pensiez hier soir que Madame Peel était peut-être décédée d'une crise cardiaque. Alors oui, mais je n'ai signé aucun certificat. Il y avait des détails qui ne me convenaient pas. Quels détails ? Demanda aussitôt Madame Dolby. Il hésita, puis dit. La position, peut-être. La légère amertume sur les lèvres. Rien de concluant. La police a ordonné une autopsie. Les yeux de Mademoiselleville s'illuminèrent malgré elle. Poison. Je n'ai pas dit cela. Mais vous pensez que c'est possible. Je pense qu'il est préférable d'examiner de manière approfondie une mort subite dans une maison où régnait une atmosphère tendue. Madame Peel a bien pris de la digitaline, a déclaré Miss Marple. Le docteur Faraud lui jeta un coup d'œil. Oui, quelques gouttes au besoin. Une trop grande quantité serait-elle dangereuse ? Certainement. Et qui l'a administrée ? Il baissa les yeux vers sa tasse. Habituellement, Madame Hartwell. La conversation changea alors de sujet, mais pas de fond. Miss Marple en tira ce dont elle avait besoin. Le mobile évident de Geoffrey, le contrôle étroit d'Agnès sur les médicaments de Madame Peel, la facilité avec laquelle les villageois croyaient le pire en matière d'argent et de relations, et le ressentiment vif de Constanceville envers quiconque arrivait à Chipping Ferrers avec plus d'élégance qu'elle. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves est venu voir Miss Marple. Il s'excusa poliment et avec courtoisie. Il avait appris du docteur Faraud et de Madame Dolby que Mademoiselle Marple avait été la première sur les lieux et qu'elle possédait un sens de l'observation hors du commun. « Je comprends, » dit-il, assis avec une certaine raideur dans le salon de Madame Dolby, « que vous avez remarqué le corps avant même que quoi que ce soit ne soit déplacé. » « Oui. Auriez-vous l'amabilité de me faire part de votre impression exacte ?» Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Elle semblait avoir tout arrangé. Le crayon de l'inspecteur s'arrêta. « C'est arrangé, mademoiselle ?»« Oui. C'est peut-être un mot étrange, mais il est juste. Madame Peel était assise non pas comme on s'affale, mais comme si elle avait été placée là pour recevoir des visiteurs. Ses mains étaient trop soignées. La pièce était empreinte d'une attente trop palpable. Pourtant, le feu n'était pas allumé, et l'air semblait vide depuis longtemps.
Voulez-vous dire que vous croyez que la mort est survenue plus tôt qu'elle n'est apparue? Je veux simplement dire que la pièce ne semblait pas avoir été rénovée récemment. L'inspecteur considéra cela avec la patience d'un homme à qui l'on demande de peser son intuition sur une balance officielle. Autre chose? Les roses de la salle à manger avaient été coupées depuis un certain temps. Il cligna des yeux. Des roses? Oui, des roses pâles dans un bol en argent. Leurs pétales extérieurs commençaient à se jaunir. On remarque les fleurs. On les considère comme décoratives, mais elles ont aussi une signification chronologique. Il a pris note, peut-être par politesse. Et l'horloge? L'horloge française sur la cheminée indiquait 7h moins 5. J'ai entendu Saint-Botolphe sonner 7 heures en remontant l'allée. Mais Saint-Botolphe a 8 minutes d'avance. L'inspecteur leva brusquement les yeux. Vraiment? Oh oui. Madame Dolby me l'a dit à mon arrivée. Tout le village le sait. Et quelle est sa signification? Je ne sais pas encore. Seulement qu'il faut se méfier des horloges, inspecteur. Ce sont des objets très moraux lorsqu'on les laisse à eux-mêmes, mais facilement corrompus par les êtres humains. Il s'autorisa un sourire fugace. Un dernier point, mademoiselle. Madame Hartwell affirme que Monsieur Geoffrey Sable est passé à la maison avant le dîner. Monsieur Sable le nie. Quel est votre avis? Le regard de Miss Marple se posa sur le plateau de thé. À mon avis, l'un d'eux ment, et Monsieur Sable s'est comporté comme un coupable. C'était mon impression. Oui, dit doucement Miss Marple, bien que parfois le coupable ne soit coupable que de lâcheté. Une fois partie, elle resta un moment pensive. Geoffrey Sable semblait correspondre au profil. Une querelle d'argent, une menace de modification du testament, un refus de visite, un effondrement nerveux visible à la vue du corps. Tout cela s'enchaînait de façon on ne peut plus naturelle. Si naturelle, songea Miss Marple, qu'il fallait peut-être s'en méfier, mais pas trop vite. Les êtres humains commettent si souvent des meurtres exactement comme on s'y attend. Et pourtant, le corps était arrivé avant les invités. Ce soir-là, au coucher du soleil, elle accompagna Madame Dolby jusqu'au porche de l'église Saint-Botolphe. L'horloge de l'église indiquait 6h15. Sa montre, elle, affichait 7 minutes. De l'autre côté de la haie, Peel House se dressait, silencieuse, derrière des arbres qui s'assombrissaient. La cloche se mit à sonner. Miss Marple écouta, et sous le son clair et cuivré, elle entendit de nouveau la voix d'Agnès Hartwell. Elle était parfaitement elle-même à 6 heures. J'ai pris son plateau. Plateau. Le thé à 6 heures. Madame Peel avait mentionné mercredi qu'elle devait dîner à 7h30. Une femme de mœurs ne prend généralement pas le thé à 6 heures un soir de dîner. Clara, dit soudain Miss Marple, lorsque Madame Peel était en bonne santé, à quelle heure prenait-elle généralement son thé? Madame Dolby se retourna. Le thé? À 2 heures, je crois. Agnès avait l'habitude de l'apporter au salon après le déjeuner, sauf si Dorothée était absente. À 2 heures, répéta Miss Marple. L'horloge cessa de sonner. La dernière vibration se répandit sur le village comme une ligne tracée sur une feuille de papier. Miss Marple regarda en direction de Peel House, et les premiers contours d'une théorie commencèrent à se former dans son esprit. Le rapport d'autopsie n'a apporté aucun réconfort. C'est rarement le cas. Samedi matin, l'inspecteur Graves retourna à Peel House et y resta près de 2 heures. À midi, le village apprit, par des voix détournées, que Madame Peel n'était pas morte d'une crise cardiaque. On avait retrouvé une dose toxique de digitaline dans son organisme. Du poison, dit Madame Dolby, avec un plaisir contrarié par sa conscience. Administré sous une forme ou une autre, oui, répondit Miss Marple. Alors ce doit être Agnès. Voilà ce que dirait quelqu'un qui apprécie les routes courtes. Madame Dolby semblait blessée. Ma chère Jane, c'est la femme qui lui a donné les gouttes. Fort probablement, mais Geoffrey semblait avoir un mobile plus convaincant. Et un homme faible et apeuré est souvent plus dangereux qu'une femme fidèle et blessée.
Il ne faut pas précipiter les choses. En réalité, Miss Marple elle-même avait déjà parcouru une distance considérable sur cette voie. La digitaline suggérait une administration par une personne de confiance. Madame Peel avait fait confiance à Agnès pour s'en charger. Mais un poison peut être administré par un membre de la famille. Geoffrey aurait facilement pu administrer une dose plus forte à sa tante sous un prétexte ou un autre s'il l'avait surprise à l'heure du thé. Agnès, arrivant plus tard, aurait pu dissimuler sa présence par peur, par loyauté ou par instinct de survie, propre à ceux qui dépendent d'un foyer, de ne pas voir cet équilibre s'effondrer. Pourtant, Agnès avait fait exactement le contraire. Elle avait installé Geoffrey dans la maison. C'est là, de l'avis de Miss Marple, l'argument en faveur d'Agnès. On ne s'invente généralement pas de danger à moins d'y être contraint. Samedi après-midi, elle put voir Agnes Hartwell. L'inspecteur Graves, qui avait commencé à comprendre que les conversations de Miss Marple étaient d'une nature particulière mais parfois fructueuse, ne s'y opposa pas. Peel House, baigné de lumière naturelle, avait perdu toute dignité. La mort et l'enquête officielle l'avaient dépouillé de l'espoir qui régnait jeudi dernier. Les fleurs avaient disparu. La table de la salle à manger était nue. Des draps recouvraient les chaises du hall, sans grande élégance. On avait l'impression que celui ou celle qui, d'ordinaire, donnait de l'harmonie à la maison, était au bord de la mutinerie. Agnès reçut Miss Marple dans le salon du matin. Elle portait une simple tenue grise et paraissait 10 ans plus âgée, non pas à cause du chagrin, mais à cause de la vigilance. « C'est gentil à vous d'avoir appelé, » dit-elle. Miss Marple accepta la chaise qu'on lui offrait. « Je pensais que tu étais peut-être seule et... » La bouche d'Agnès bougea légèrement. « Il y a beaucoup à faire. »« Oui, il y en a toujours. » Ils restèrent un instant silencieux. Dehors, un jardinier, quelque part de l'autre côté du mur, taillait des haies. L'horloge rapide de l'église sonna 3 heures. Miss Marple dit doucement « Vous avez passé beaucoup de temps avec Madame Peel. Depuis le décès de Monsieur Peel. C'était de la dévotion. » Agnès baissa les yeux sur ses mains. C'était un emploi. Parfois, il devient difficile de dissocier ces deux choses. Agnès leva alors les yeux et Miss Marple y perçut très clairement son intelligence. Les gens parlent de dévotion alors qu'ils veulent dire habitude, manque ou dépendance. Ça sonne mieux. C'est tout à fait vrai. Les doigts d'Agnès se frôlèrent. Elle n'était pas facile, dit-elle soudain. On l'admirait. Elle aimait être admirée. Elle aimait que tout soit parfait. Les fleurs, les repas, les gens qui l'entouraient. Si quelque chose lui déplaisait, elle le laissait paraître d'un simple coup d'œil. Mais elle était généreuse aussi, à sa manière. Sur son chemin, elle payait bien. Elle se souvenait des anniversaires si cela l'arrangeait. Elle pouvait parler avec charme quand elle le voulait. Elle avait de belles manières. La dernière phrase fut prononcée avec une amertume si soigneusement dosée qu'elle en disait plus long que la colère elle-même. Miss Marple a dit « Vous avez entendu la voix de Monsieur Geoffrey jeudi ?»« Oui. »« Vous êtes sûre ?» Agnès la regarda fixement. « Oui. Et pourtant, il nie être venu. Il a peur. »« De quoi ?» Agnès répondit aussitôt. « D'y avoir été. »« Et vous pensez qu'il avait des raisons ?» Un léger pouls battait dans sa gorge. « Je pense que Madame Peel a parfois déçu les gens. » Miss Marple laissa la question en suspens. Après un moment, elle dit « Si j'ai bien compris, Madame Peel prenait généralement le thé à 2 heures. » La tête d'Agnès se tourna légèrement. « Généralement. »« Pas jeudi ?» ?»« Non. Elle avait mal à la tête après le déjeuner et ne souhaitait pas être dérangée. Je lui ai apporté quelque chose plus tard. » « À 6 heures ?»« Oui. »« Quoi précisément ?»« Du thé. Très léger. » La digitaline a-t-elle été prise à ce moment-là? Les yeux d'Agnès se plissèrent presque imperceptiblement. Je lui ai administré les gouttes dans de l'eau vers 17h30, comme je le faisais souvent. Miss Marple plia et déplia son gant. Merci. Vous avez été très claire. Agnès lui lança un regard rapide et dur, comme si elle soupçonnait une moquerie et n'en trouva aucune.
Lorsque Miss Marple se leva pour partir, Agnès se leva également. Tandis qu'elle pénétrait dans le hall, Miss Marple aperçut, par la porte ouverte, l'horloge française posée sur la cheminée du salon. Elle s'était arrêtée. « Personne ne l'a remontée » demanda-t-elle. Agnès suivit son regard. Non, Madame Peel le remontait toujours elle-même le jeudi. Miss Marple tourna légèrement la tête. Le jeudi? Oui, après le déjeuner. C'était une de ces drôles de manies. Agnès le dit machinalement, puis sembla se rendre compte qu'elle avait laissé échapper quelque chose. Elle rougit. Je vous prie de m'excuser. Ce genre de choses revient sans cesse. Oui, dit doucement Miss Marple. C'est le cas. Elle sortit au soleil de l'après-midi, l'esprit bien moins tranquille qu'auparavant. Si Madame Peel remontait toujours elle-même l'horloge le jeudi après le déjeuner, l'heure 55, affichée un jeudi soir, devenait d'autant plus troublante. Car si elle avait été remontée après le déjeuner, qui y avait touché ensuite? Et Agnès avait répondu trop vite au sujet de la digitaline. Ce soir-là, Geoffrey Sable se rendit chez Madame Dolby. Il avait l'air négligé mais beau, et paraissait bien plus jeune que son âge, souvent la période la plus dangereuse de la vie d'un homme. Vera n'était pas avec lui. Il demanda expressément à voir Miss Marple, ce qui amusa tellement Madame Dolby qu'elle en oublia presque de s'en offusquer. « On me dit, dit-il lorsqu'on le fit entrer dans le salon, que vous remarquez les choses. » Miss Marple leva les yeux de son tricot. « Tout le monde le fait, Monsieur Sable. La difficulté réside dans le fait de remarquer les bonnes choses. » Il laissa échapper un rire impatient et se mit à arpenter la pièce, puis se ravisa. « Je suppose que vous pensez que je l'ai tué. »« Je ne sais pas. »« Oui, ils le font. Grave le fait pratiquement, même s'il est assez poli. Agnès dit que j'étais là. Vera. » Il s'arrêta. « Vera ne te soutient pas. Elle dit seulement qu'elle pensait que j'étais rentré, ce qui est vrai d'une certaine manière. Mon Dieu, j'ai l'air idiote. »« Oui, » dit Miss Marple, « c'est le cas. » Il resta planté là, puis s'assit et, chose étrange, parut soulagé. « J'y suis allé, » dit-il brusquement. Miss Marple ne bougea pas. « Enfin. Je suis arrivé juste après 6 heures. Je n'avais pas l'intention de le dire à qui que ce soit. Je voulais de l'argent, bien sûr. Tout le monde le sait. J'avais reçu une lettre odieuse de ma banque et une autre d'un type qui parle d'honneur comme s'il l'avait inventée. Je me suis dit que si je surprenais tante Dorothée seule avant le dîner, elle accepterait peut-être de m'aider. Induit comment? Il rougit. À force d'insister. Avec des larmes. Avec de l'affection familiale. Je ne sais pas. Elle pouvait s'adoucir par moments. Et vous avez été admis? La porte d'entrée était ouverte. Agnès devait être quelque part derrière. Je suis entré. La porte du salon était entr'ouverte. Tante Dorothée était assise exactement comme nous l'avons retrouvée plus tard. Son visage se transforma à ce souvenir. J'ai parlé. Elle n'a pas répondu. J'ai pensé qu'elle m'ignorait. Je me suis approché d'elle et j'ai touché sa main. Elle était froide. Le tricot de Miss Marple restait immobile. Et puis, j'ai perdu la tête. Franchement, j'ai eu peur. C'était horrible. Elle était morte, et j'étais venu en secret pour de l'argent. Si j'avais donné l'alerte tout de suite, qu'est-ce que ça aurait donné? J'imagine que quelqu'un d'autre la trouverait dans la minute. J'imagine que j'ai pensé n'importe quelle bêtise qu'on peut avoir sous le coup de la panique. Avez-vous touché autre chose? Il hésita. Oui. Quoi? La table d'écriture. Miss Marple attendait. J'avais écrit un mot à tante Dorothée ce matin-là pour lui demander de la voir en privé. C'était très indigne. Je me suis dit que si la police le trouvait après que je sois resté seul à la maison... Il s'interrompit. Alors je l'ai cherché. Je n'ai pas trouvé le mot, mais j'ai pris une vieille reconnaissance de dette qu'elle avait de moi. Elle était sur le sous-main. Puis je suis sorti. Combien de temps y êtes-vous resté? 2 minutes, 3 au maximum. Et Agnès ne vous a pas vu? Je ne sais pas.
Peut-être qu'elle m'a entendu. Miss Marple le regarda d'un regard à la fois doux et précis. Vous avez agi de façon très insensée, monsieur Sable. Oui. Mais pas, je crois, de manière très meurtrière. Il se pencha en avant. Alors vous me croyez? Je crois que vous avez eu peur. Les personnes faibles sont souvent sincères lorsqu'elles décrivent leur propre faiblesse. Ce n'est qu'au sujet de leur force qu'elles mentent. Il mit une main sur ses yeux. Elle ne me le pardonnera jamais. Votre femme? Il rit une fois, amèrement. Non. Moi-même, peut-être. Après son départ, Miss Marple resta immobile un long moment. Les aveux de Geoffrey changeaient la donne. Ils expliquaient son alarme, son déni, son agitation. Ils renforçaient aussi, pour l'instant, la possibilité qu'il ait effectivement tué sa tante plus tôt et soit revenu plus tard, rongé par la culpabilité et l'incertitude. Pourtant, sa description de la pièce correspondait à sa propre impression troublante, que Madame Peel était déjà venue, déjà impassible, déjà presque dévoilée. Et Agnès avait dit qu'elle avait pris le thé à 6 heures. La théorie erronée de Miss Marple s'est renforcée au cours des 2 jours suivants, jusqu'à ce qu'elle y croie presque totalement. Ce n'est pas parce qu'elle a abandonné toute prudence que cela s'est produit, mais parce que les preuves semblaient s'accumuler naturellement autour de Geoffrey, comme les bardanes s'accrochent à un manteau dans les allées d'automne. Walter Finch passa lundi matin et, après quelques hésitations d'avocat, admit que Madame Peel avait effectivement prévu d'apporter des modifications importantes à son testament. Les espoirs de Geoffrey, sans être totalement anéantis, devaient être considérablement réduits. Certaines sommes devaient être versées à des œuvres caritatives. Vera devait recevoir un legs séparé. Agnes Hartwell, quant à elle, devait recevoir une modeste rente viagère, mais aucun droit de demeurer à Peel House. Geoffrey était-il au courant? Dorothea m'a dit, a déclaré Finch d'un ton sec, qu'elle avait l'intention de lui parler bientôt afin, comme elle l'a dit, d'encourager son développement moral. Ça ressemble à Madame Peel. Oui. Miss Marple pensa. Alors le mobile de Geoffrey était on ne peut plus clair. Un jeune homme criblé de dettes apprend que sa riche tante veut le déshériter. Il se rend secrètement chez elle. Elle meurt empoisonnée. Il ment. C'était d'une banalité affreuse. Le docteur Farrow ajouta un détail. Mardi, lors d'une promenade avec Miss Marple après une réunion paroissiale, il mentionna que Madame Peel avait l'habitude de conserver son flacon de digitaline dans la petite boîte en émail posée sur la table d'appoint du salon. La boîte juste à côté de sa chaise? Demanda Miss Marple. Oui, Agnès devait le savoir. Et Geoffrey? C'est possible. Il entrait et sortait de la maison depuis des années. Miss Marple ne dit rien. Cela semblait désormais tout à fait plausible. Geoffrey arrive plus tôt que prévu, trouve le flacon ou en a connaissance, et administre une dose excessive à sa tante lors d'une dispute, peut-être dans du thé ou de l'eau. Elle meurt plus tard. Agnès, terrifiée et dépendante, choisit de le loger chez elle sans pour autant l'exposer totalement. Cela expliquait ses étranges demi-vérités. Cela expliquait la panique de Geoffrey. Cela expliquait le testament. Ce qui restait problématique, c'étaient les fleurs, l'horloge et la remarque d'Agnès à propos du thé. Néanmoins, on peut construire une thèse parfaitement fausse à partir des 3/4 de la vérité. Mercredi matin, Miss Marple se rendit de nouveau à Peel House, cette fois-ci sur rendez-vous avec Vera Sable, qui avait envoyé un mot écrit d'une main si maîtrisée qu'elle semblait presque enfantine. Vera l'accueillit dans le jardin, près des rosiers en fin de floraison. Elle ne portait pas de chapeau et le vent lui décoiffait des mèches de cheveux noirs. De près, on voyait qu'elle était plus fatiguée que fragile. « Merci d'être venue, dit-elle. Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. » Ils longèrent lentement le mur de briques. Au-delà des poiriers palissés, la maison se détachait, blanche et isolée. « Vous souhaitez me parler de Geoffrey ?» demanda Miss Marple. Vera sourit sans joie. Il y a toujours quelque chose à dire sur Geoffrey, mais très peu qui le mettent en valeur. Il est rentré tard jeudi après-midi. Il n'a presque rien dit. Puis il s'est changé et est ressorti.
Quand il est revenu de Peel House après la découverte du corps, j'ai tout de suite compris qu'il avait caché quelque chose. Et plus tard, il m'a dit qu'il y était allé avant le dîner. Miss Marple inclina la tête. Oui. Vera s'arrêta près du parterre de roses et effleura du doigt une fleur courbée. Si vous vous demandez si je pense qu'il l'a tué, la réponse est non. Si vous vous demandez s'il est capable de lâcheté, d'égoïsme et de laisser les soupçons se porter où bon lui semble, pourvu qu'il soit épargné de tout désagrément, la réponse est oui. Vous ne l'avez pas dit à l'inspecteur. Il n'aurait pas cru à ma distinction, et peut-être n'aurais-je pas dû y croire moi-même. Est-ce que Madame Peel ne vous appréciait pas? Vera laissa échapper un petit rire. Uniquement de manière civilisée. Elle pensait que Geoffrey avait fait un mariage en dessous de ses perspectives et conforme à ses désirs. Elle était assez aimable tant que je lui restais reconnaissante. Avait-elle l'intention de modifier son testament en votre faveur? Un peu. Pas assez pour que cela ait une importance pour Geoffrey. Suffisamment pour que cela ait une importance pour Agnès, peut-être. Miss Marple tourna la tête. Tu penses à Agnès? La main de Vera resta posée sur la rose courbée. Je pense aux personnes qui passent leur vie dans la maison d'autres femmes. Il y avait plus dans cette phrase que de la simple curiosité. Miss Marple n'y a pas prêté attention. À l'intérieur de la maison, ils traversèrent le salon, où l'horloge française arrêtée indiquait toujours 7h moins 5. Vera y jeta un coup d'œil et frissonna. Il faudrait l'enrouler. Pourquoi? On a l'impression que la pièce retient son souffle. Miss Marple a dit « Madame Peel le remontait elle-même le jeudi ». Vera parut surprise. « Ah bon? Je ne le savais pas. » C'était un détail, mais cela coupait Vera du quotidien intime de la maison. Agnès, pensa Miss Marple, connaissait toutes les habitudes du jeudi. Geoffrey, lui, n'en connaissait presque aucune. La vérité d'un foyer appartient rarement à ses héritiers. Puis survint le renversement brutal. Elle est arrivée jeudi après-midi sous la forme de l'inspecteur Graves et d'un rapport en provenance de Londres. Il vint d'abord voir Geoffrey Sable, puis Walter Finch, puis Miss Marple. Lorsqu'il s'assit dans le salon de Madame Dolby, il avait perdu l'air désinvolte d'un homme courtisant son neveu. « Miss Marple, dit-il, on m'a fait me sentir comme un âne. »« C'est souvent utile, dit Miss Marple. » Il a failli sourire. Le médecin légiste estime que le décès n'est pas survenu en début de soirée, mais bien plus tôt dans la journée, plusieurs heures auparavant. La quantité de médicaments ingérés ne correspond pas à la dose décrite par Madame Hartwell. De plus, il est avéré que M. Sable était à Londres jusqu'à près de 17h30. Miss Marple sentit tout l'édifice intérieur de sa théorie s'effondrer. Londres? Oui. Des employés du club, une facture de déjeuner, un reçu de garage et un témoin plutôt compromettant d'une salle de jeu de St. James. Il a pris le train de 17h05 et est venu directement de la gare vers Peel House. Il n'aurait donc pas pu administrer le poison à 2h. Exactement. Il s'est bien rendu à la maison peu après 6h, comme il l'a admis depuis. Il a trouvé la victime déjà décédée, a paniqué, a fouillé le bureau et s'est enfui. Une sacrée bêtise, certes, mais pas un meurtre. Madame Dolby porta une main à sa poitrine. Alors qui? L'inspecteur Graves demanda d'un ton sombre. Qui donc? Car la victime a dû mourir en début d'après-midi. Et quelqu'un l'a ensuite habillé, placé sur cette chaise et a maquillé le décès en une mort récente. La pièce sembla soudain plus froide. Miss Marple entendit de nouveau cette phrase dans son esprit avec une terrible clarté. Pourquoi le corps est-il arrivé avant les invités? Parce que tout avait été préparé pour eux. Elle a dit « Inspecteur, et les trucs autour du thé ?» Il le fixa du regard. Quelle chose autour du thé? Madame Hartwell a dit qu'elle prenait le thé à 6h. Madame Peel prenait généralement le thé à 2h. Y avait-il un plateau? Non. N'importe quelle tasse? Non. Alors le thé de 6h de Madame Hartwell n'a jamais existé. Il inspira lentement. Bon Dieu. Et les roses de la salle à manger, dit Miss Marple.
Elles étaient trop fanées pour un bouquet fraîchement disposé le soir même. Elles avaient été coupées à midi, voire plus tôt. Madame Hartwell a dit que Madame Peel lui avait demandé à 6 heures de les déplacer, mais elles étaient déjà abîmées par la journée. Graves se leva et fit un aller-retour jusqu'à la fenêtre. « Vous pensez que c'est Hartwell qui l'a fait ?» « Je pense que Hartwell était dans la maison. Hartwell connaissait les médicaments. Hartwell a menti sur l'heure. Hartwell connaissait les habitudes. Hartwell a eu l'occasion d'habiller le corps parce que personne d'autre ne savait comment faire. Oui, inspecteur, je pense qu'elle est maintenant la figure centrale. » Il a dit après un moment. Mobile, Miss Marple regarda l'horloge rapide de l'église, visible à travers les arbres. Quelque chose en rapport avec ce que Madame Peel lui a dit ce matin-là, quelque chose de plus important que de l'argent, et pas moins. Lorsqu'il fut parti, Madame Dolby dit à voix basse. « Jane, tu croyais que c'était Geoffrey ?»« Oui. »« Vous en étiez tout à fait convaincue. »« Oui. »« Ce n'est pas dans vos habitudes. » Miss Marple a rangé son travail. « Non, Clara. Cela me ressemble beaucoup. On est toujours tenté par le schéma humain le plus évident. Le neveu beau et faible, l'argent, la querelle, la peur. Tout cela est parfaitement vrai et parfaitement trompeur. La nature humaine est rarement fausse, mais elle est souvent incomplète. Ce soir-là, elle ne tricota pas. Assise près du feu, tandis que l'horloge de l'église tournait à toute vitesse dans l'obscurité, elle reconstruisit l'étui depuis le début. Jeudi matin, Madame Peel annonce à Agnès qu'un codicille doit être signé. Agnès apprend qu'elle ne touchera qu'une petite rente et qu'elle n'aura plus sa place dans la maison après Noël. Pire encore, Madame Peel lui fait peut-être savoir qu'elle n'aura plus besoin d'elle après le Nouvel An. Agnès a consacré des années à un service exemplaire, des années durant lesquelles la maison est devenue, de façon clandestine propre à ses relations, la sienne par son labeur, sinon par la loi. Elle se voit effacée. À 2 heures, elle apporte le thé comme d'habitude et une surdose de digitaline. Madame Peel meurt. Agnès, efficace car l'efficacité est son seul don, lave le plateau, habille le corps, range la chambre, prépare la soirée. L'arrivée de Geoffrey à 6 heures lui porte chance. Elle l'entend ou le voit. Il s'enfuit et devient aussitôt la cible des soupçons. C'était un excellent dossier. Trop excellent, peut-être. Miss Marple se leva et alla à la fenêtre. La lune dessinait la ruelle blanche et étroite. Au loin, par-delà le village endormi, l'horloge, très rapide, sonna 11 heures. Pourquoi cette horloge? Pourquoi 7 minutes moins 5? Pourquoi ne pas laisser l'horloge française tranquille? Si Madame Peel la remontait elle-même tous les jeudis après le déjeuner et qu'elle décédait peu après, l'horloge aurait naturellement continué à fonctionner. À moins qu'Agnès ne l'ait arrêtée ou modifiée. Un souvenir lui revint. Agnès avait dit « Madame Peel le remontait toujours elle-même le jeudi. » Puis, le rouge lui était monté aux joues. On ne touche une horloge dans une pièce mise en scène que si le temps a une importance. Miss Marple se rassit et commença, très doucement, à tendre un piège. Le piège reposait moins sur des preuves que sur l'orgueil. Miss Marple avait connu toute sa vie des femmes comme Agnes Hartwell. C'étaient celles qui allumèrent le feu avant même qu'on s'en aperçoive, qui se souvenaient de qui avait pris de la confiture et de la marmelade, qui empêchaient les maisons de tomber en ruine et qui, en retour, ne recevaient qu'une gratitude si intermittente qu'elle finissait par se muer en insulte. Elles souffraient, en règle générale, de 2 manières, par l'invisibilité et par la conviction que leur endurance leur avait assuré une place permanente. Lorsque la permanence était menacée, il pouvait devenir extrêmement dangereux. Vendredi après-midi, Miss Marple demanda à l'inspecteur Graves, à Walter Finch, au docteur Farrow, à Vera Sable et à Agnes Hartwell de se rendre à Peel House à 17 heures. Elle ne mentionna pas Geoffrey. Cette omission était délibérée. L'excuse invoquée était sans conséquence. Monsieur Finch devait régler certaines affaires personnelles concernant feu Madame Peel, et Mademoiselle Marple, présente lors de la découverte, souhaitait éclaircir un point ou deux concernant la vie domestique de l'inspecteur. C'était le genre de réunion intime et pragmatique à laquelle il est difficile de se soustraire. La journée était pluvieuse. La pluie avait noirci le gravier.
et les ifs se dressaient presque noirs contre la maison. À l'intérieur, Peel House conservait ce silence vulnérable si particulier aux maisons récemment endeuillées, où chaque objet semble à la fois ordinaire et abandonné. Miss Marple choisit le salon. Le corps avait disparu. La chaise avait été reculée de quelques centimètres, peut-être inconsciemment, peut-être pour rompre le lien. La pendule française avait été remontée par la servante sur les instructions de Finch et tic-taquait doucement. Sur la table basse reposait la boîte en émail, le roman et le pince-nez à leur place habituelle, mais cette fois-ci disposés de la main même de Miss Marple, exactement comme elle les avait trouvés. Dans la salle à manger attenante, elle avait demandé des roses pâles à nouveau. Section suivante. Des roses pâles à nouveau dans un bol en argent, coupées à midi et commençant déjà par un processus naturel à perdre leur première fermeté sur le bord. Miss Marple les avait placées là elle-même. Elle se tenait près de la cheminée lorsque les autres entrèrent. Le docteur Farrow arriva le premier, grave et légèrement perplexe. Walter Finch suivit, portant des papiers qu'il n'avait pas l'intention de consulter, mais qu'il trouva rassurants. Vera Sable arriva quelques instants plus tard, vêtue d'un manteau sombre encore perlé de pluie. Elle jeta un coup d'œil à la pièce, puis s'assit près de la fenêtre, comme si elle préférait ne pas avoir l'horloge française dans le dos. Agnes Hartwell est arrivée dernière. Elle entra avec sa correction habituelle, mais cette correction avait perdu de son éclat. Elle avait l'air d'une femme qui ne tenait qu'à ses habitudes et nullement à l'espoir. Lorsqu'elle vit les autres réunis dans le salon, elle marqua une très légère pause. « J'ai compris, » dit-elle en regardant Finch, « qu'il y avait 1 ou 2 points pratiques à régler. »« Il y en a, » dit Miss Marple, « et l'une d'elles, je crois, concerne la vérité. » L'inspecteur Graves était entré derrière elle presque sans bruit. À sa vue, Agnès pâlit. Personne ne s'assit en même temps. La pluie léchait les fenêtres. L'horloge sur la cheminée tic-taquait d'une lenteur imperturbable. Miss Marple dit « Asseyez-vous, je vous prie. Je crains que cela ne soit assez inconfortable pour tout le monde. » Agnès resta debout un instant de plus, puis prit la chaise la plus proche de la porte. Miss Marple n'entama pas son récit de façon théâtrale. Ce n'était pas son genre. Elle fit glisser un petit fil de laine entre ses doigts, sans pour autant tricoter, et parla comme pour éclaircir un malentendu familial. Lorsque Madame Peel est décédée jeudi, j'ai d'abord pensé, comme la plupart des gens, que l'explication la plus évidente était probablement la bonne. Monsieur Geoffrey Sable avait des difficultés financières. Il avait des raisons de craindre que sa tante ne modifie son testament à son détriment. Il est venu secrètement chez elle. Il a nié les faits par la suite. Madame Hartwell a dit avoir entendu sa voix. Face à ce décès, il a eu une réaction des plus malheureuses. Elle laissa échapper un très léger soupir. Je dois bien avouer que pendant un temps considérable, j'ai cru qu'il l'avait fait. Vera leva la tête. Agnès ne bougea pas. C'était, dit Miss Marple, une théorie très convaincante. Les théories convaincantes contiennent presque toujours une grande part de vérité. Geoffrey Sable est bienvenu à la maison. Il l'a bien dissimulé. Il a bien fouillé le bureau et pris une feuille de papier. Il a bien pensé d'abord à son propre malaise. Tout cela est vrai. Ce qui est faux, c'est qu'il ait empoisonné sa tante. L'inspecteur Graves a déclaré calmement. Ses déplacements à Londres sont connus. Oui. Miss Marple enroula la laine une fois autour de son doigt et la laissa tomber. Ainsi, la théorie s'effondra et il fallut recommencer, ce qui est toujours irritant, mais souvent utile. Je me suis posé une question très simple. Ce n'était pas « qui avait un mobile ?» Trop de gens en avaient, de l'argent au ressentiment en passant par la dépendance. Ce n'était même pas « qui en avait l'occasion ?» Dans une maison de village, l'occasion est aussi fréquente que la pluie. La question était « pourquoi le corps est-il arrivé avant les invités ?» Personne ne parlait. La pluie continuait de murmurer aux fenêtres. Le regard de Miss Marple s'arrêta sur la chaise vide où Dorothea Peel s'était assise pour les recevoir. « Quand je suis entrée dans cette pièce jeudi, dit-elle,
Madame Peel n'avait pas l'air d'être morte. Elle avait l'air d'avoir été préparée pour qu'on la découvre. Il y a une différence. Tout le monde ne la voit pas, mais il y a une différence. Le docteur Farrow a dit lentement. Vous voulez dire que le corps a été mis en scène? Oui. Et ce n'était ni l'œuvre d'un inconnu, ni celle d'un homme paniqué, mais celle de quelqu'un qui connaissait la pièce, les vêtements, les habitudes de la maison et l'heure précise à laquelle les invités commenceraient à arriver. Le corps était là avant les invités parce que leur présence était nécessaire. Il fallait qu'ils découvrent Madame Peel à un moment opportun. Agnès dit d'une voix égale. Pratique pour qui? Pour la personne qui souhaitait que Madame Peel soit décédée en début de soirée, alors qu'en réalité, elle était décédée plusieurs heures plus tôt. Agnès tourna la tête vers l'inspecteur. « J'ai déjà dit tout ce que je sais. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « C'est précisément là le problème. Vous avez trop dit d'un type et pas assez d'un autre. » Elle traversa le porche jusqu'aux portes doubles et regarda vers la salle à manger. « Vous nous avez dit avoir apporté un plateau à Madame Peel à 6 heures. Du thé, avez-vous dit. Un plateau léger, car elle n'avait pas faim avant le dîner. Mais Madame Peel n'a pas pris le thé à 6 heures. » Le visage d'Agnès resta impassible. Les gens changent de leurs habitudes. « Ce ne sont pas les gens de Madame Peel, » dit Miss Marple. Ou plutôt, pas sans faire de remarques. Madame Peel prenait le thé à 2 heures. Madame Dolby le savait. Le docteur Farrow le savait. En fait, tout le monde dans la maison le savait. Vous, qui en rythmiez le quotidien, le saviez mieux que quiconque. Agnès a déclaré « Jeudi, elle avait mal à la tête. » Oui, c'est ce que vous avez dit. Pourtant, il n'y avait pas de plateau dans cette pièce, ni tasse, ni soucoupe, ni cuillère. Rien n'indiquait que le thé avait été pris à 6 heures ou à une autre heure du soir. Cela en soi n'aurait peut-être pas grande importance. Vous auriez pu débarrasser. Mais si vous aviez débarrassé un plateau pris à 6 heures, pourquoi la pièce était-elle si froide? Pourquoi le feu n'était-il pas allumé? Pourquoi l'air y était-il resté aussi immobile que dans une pièce fermée depuis l'après-midi? Farrow se remua sur sa chaise. Lui aussi s'en souvenait. Miss Marple poursuivit. Et puis, il y avait les roses. Les yeux d'Agnès ont vacillé, si légèrement qu'une autre personne ne l'aurait pas remarqué. Jeudi soir, dans la salle à manger, dit Miss Marple, il y avait des roses pâles dans un bol en argent. Elles commençaient à faner. Pas complètement, mais suffisamment. Madame Hartwell a dit que Madame Peel lui avait demandé à 6 heures de les mettre dans la salle à manger. Pourtant, ces roses étaient déjà coupées, et là depuis des heures. Ce n'étaient pas des fleurs qu'on prépare à 6 heures, c'étaient des fleurs de midi. Et cela que c'est... Walter Finch jeta un coup d'œil involontaire par les portes ouvertes aux roses fraîches qui se courbaient légèrement sous leur propre douceur. Miss Marple suivit le regard. « Je les ai fait couper à midi aujourd'hui, » dit-elle. « Il est un peu plus de 17 heures. Vers 19h30, elles ressembleront beaucoup aux fleurs que j'ai vues jeudi en arrivant. » Personne n'a répondu. Agnès finit par dire « Les fleurs sont des choses incertaines. »« Oui, » dit Miss Marple. « Et les gens aussi. Pourtant, tous deux suivent une sorte de rythme. » Elle se retourna vers la cheminée. Il y avait un autre petit détail. Le roman sur la table. Le pince-nez. La pièce suggérait une lecture interrompue, mais les lunettes étaient posées sur le livre fermé, non pas glissées à l'intérieur ni placées à côté d'une page ouverte. C'était un détail qu'on ne remarquerait pas à moins d'avoir passé sa vie à observer les petites habitudes intimes des femmes. Cela me rappelait une pauvre femme de St. Mary Mead qui, un jour, avait essayé de faire croire qu'elle écrivait des lettres, alors qu'en réalité, elle lisait en secret des romans français. Elle avait mis sa plume à l'envers dans l'encrier. La bouche de Vera bougea, sans toutefois esquisser un sourire. La voix de Miss Marple restait douce. L'effet produit par l'ensemble de ces éléments n'était pas celui d'une femme qui avait été vivante dans cette pièce peu avant 7 heures.
C'était l'effet d'une femme décédée plus tôt et dont les biens avaient été disposés par la suite par une personne efficace, méticuleuse et connaissant bien sa vie. L'inspecteur Graves a déclaré. Plus tôt, vers 2 heures, selon les preuves médicales. Oui, vers l'heure où Madame Peel prenait habituellement son thé. Agnès posa une main sur l'accoudoir de sa chaise. Miss Marple l'aperçut et poursuivit presque comme si de rien n'était. Restait la question de Geoffrey Sable. Sa visite à 6 heures, d'abord niée puis admise, était hautement compromettante jusqu'à ce que l'on comprenne qu'elle avait eu lieu après le décès. D'une certaine manière, ce fut une chance extraordinaire pour le meurtrier. Il entra, trouva sa tante morte, se comporta lâchement, fouilla le bureau à la recherche d'un document compromettant et s'enfuit. Lorsque le corps fut découvert plus tard en compagnie de la victime, sa confusion et ses mensonges fournirent précisément le genre de preuve de culpabilité évidente dont les policiers et les proches se rassurent. Agnès a déclaré « Si cela vise à m'accuser d'avoir inventé la visite de M. Geoffrey, c'est faux. »« Oh non, » dit Miss Marple. « Je crois que vous l'avez entendu. Peut-être l'avez-vous aperçu depuis le couloir du garde-manger. Peut-être seulement le plancher du hall a-t-il grincé et vous avez reconnu ses pas. Mais vous avez tout de suite compris comment vous pouviez vous servir de lui, non pas en l'accusant ouvertement. Cela aurait été trop brutal, simplement en le faisant entrer dans la maison. Les faibles se débrouillent pour le reste. » Vera baissa les yeux sur ses mains jointes. La pluie redoubla d'intensité, ruisselant désormais en fins filets obliques sur les vitres. À l'arrière de la maison, un domestique referma une porte avec précaution. Agnès a dit « Ce ne sont que des paroles en l'air. »« Oui, » dit Miss Marple, « c'est bien cela. Voilà pourquoi je n'ai pas terminé. » Elle s'approcha de la cheminée et effleura l'abat-jour en verre de l'horloge française. Il y avait l'horloge. Agnès ne l'a pas regardée. Jeudi soir, l'horloge affichait 7 minutes moins 5. Je l'ai remarqué car j'avais entendu Saint-Botolph sonner 7 heures en remontant l'allée. Or, comme tout le monde à Chipping Ferrers le sait, Saint-Botolph a 8 minutes d'avance. Walter Finch dit lentement. Donc, quand il a sonné 7 heures, il n'était pas encore 7 heures. Tout à fait, il restait 8 minutes. 7 minutes avant, dit soudain Madame Hartwell. Cela varie. Tous les regards se tournèrent vers elle. Miss Marple fit un petit signe de tête. Oui, il y a un décalage d'1 minute environ, mais toujours en avance, c'est l'essentiel. L'horloge française de cette pièce n'était pas en accord avec celle de l'église. En soi, cela ne prouverait rien. Beaucoup de pendules de cheminée sont imprécises. Mais vous m'avez dit, Madame Hartwell, que Madame Peel la remontait toujours elle-même le jeudi après le déjeuner. Agnès resta parfaitement immobile. Cela signifie, dit Miss Marple, que si Madame Peel est décédée vers 14 heures jeudi, l'horloge aurait dû fonctionner parfaitement lorsque je suis arrivé peu avant 19 heures. C'est une horloge à 8 jours. Il n'y avait aucune raison qu'elle soit à cet endroit, à moins que quelqu'un n'y ait touché. L'inspecteur Graves a demandé. « Vous croyez qu'il a été déplacé ?» Je fais. Pourquoi? Parce que la pièce était préparée comme une chambre funéraire. Le corps habillé, la chaise disposée, le roman posé, la lumière du soir réglée, et l'horloge réglée de façon à ce que quiconque y entrait ait l'impression que la mort était survenue quelques minutes auparavant. Les horloges sont terriblement persuasives. On leur fait confiance même quand on se méfie les uns des autres. Le docteur Farrow se pencha en avant. Mais pourquoi 5 minutes avant 7 heures? Miss Marple regarda Agnès. Parce que la personne qui a aménagé la pièce voulait qu'elle évoque une mort juste avant l'arrivée du premier invité, et parce qu'elle écoutait Saint-Botolph en travaillant. Je pense qu'elle tenait à l'exactitude. C'était une femme qui valorisait l'exactitude, mais elle était exacte dans le mauvais sens. Le visage d'Agnès se modifia alors, légèrement mais suffisamment. Une tension s'y fit jour, comme un fil trop tendu. Miss Marple poursuivit doucement. Madame Hartwell n'était pas née au village. Je pense qu'elle avait l'habitude de régler sa montre à la radio et non à l'église.
Elle savait que l'église Saint-Botolphe avançait un peu, comme chez tous les habitants, mais elle ignorait de combien, car elle ne vivait pas au rythme de l'horloge comme Clara Dolby, le sacristain ou la factrice. Elle entendait les carillons de 7 heures et réglait la pièce en conséquence. C'était une toute petite erreur d'appréciation. Mais cela signifiait que l'horloge n'était plus la confirmation de la scène, mais le signe qu'elle avait été jouée. Agnès prit enfin la parole, et sa voix était toujours basse et maîtrisée, mais elle avait acquis un timbre dur et dépouillé. « Vous êtes très perspicace sur des broutilles, Miss Marple. »« Oh oui, » dit Miss Marple. « Un meurtre est presque toujours une affaire de broutilles. Les choses importantes sont trop évidentes. C'est le petit mensonge domestique qui trahit le coupable. Le thé à 6 heures, les roses déplacées trop tard, les verres mal disposés, l'horloge, la pièce plus froide que l'histoire. Et surtout, la question de ce qui est arrivé au jeudi après-midi de Madame Peel. » Le silence retomba. Alors Miss Marple dit, avec une douceur presque contrite, « J'ai bien peur d'avoir dit un petit mensonge pour être sûre. » L'inspecteur Graves lui jeta un coup d'œil. Finch leva brusquement les yeux. « Lorsque je vous ai tous interrogés aujourd'hui, dit Miss Marple, j'ai laissé entendre que M. Finch avait trouvé parmi les papiers de Madame Peel un élément nécessitant des éclaircissements. Je savais que cela vous contrarierait, Madame Hartwell, car vous aviez déjà consulté ces papiers une fois, après M. Sable. J'ai vu la peur sur votre visage à votre arrivée. » Les lèvres d'Agnès s'entr'ouvrirent. Walter Finch dit, étonné, « Mais je n'ai rien trouvé. »« Non, » dit Miss Marple, « pas de ce genre. Le mensonge était de mon fait, mais il semblait susceptible de gêner la bonne personne. D'ailleurs, tout à l'heure, lorsque j'ai mentionné que l'horloge de l'église avait une minute de décalage environ, Madame Hartwell m'a aussitôt corrigé. Non pas sur le fond, mais sur la précision. C'était tout à fait naturel. C'est une femme pour qui la précision est essentielle. » Agnès s'est levée. « Je ne vais pas rester là à me faire insulter. » L'inspectrice Graves se leva elle aussi, très discrètement, et se décala légèrement de sorte que la porte ne soit plus libre derrière elle. « Personne ne vous insulte, madame. Vous feriez mieux de rester. » Agnès se tenait debout, une main appuyée contre le dossier de la chaise. Sa respiration avait changé. Vera Sable la regardait avec une pitié fixe, presque effrayée. Miss Marple a dit « Il y a une chose de plus. C'est la seule chose qui compte vraiment. Le mobile. » Du poison servi à l'heure du thé, un cadavre mis en scène pour les invités, une mise en scène construite à partir des habitudes d'une femme par une autre qui les connaissait parfaitement. Un tel crime ne se commet pas sur un coup de tête. Il est le fruit d'une accumulation, des années, peut-être, des années de service, de dépendance, de correction, de gratitude attendue et jamais rendue. Des années où l'on finit par se sentir chez soi, parce qu'on a fait le ménage, géré la maison, gardé les souvenirs, enduré les tâches ménagères. Et puis un matin, le propriétaire annonce, peut-être avec un calme imperturbable, qu'on n'est plus nécessaire, ou seulement jusqu'à Noël, et que la récompense sera bien moindre que ce qu'on avait imaginé. Agnès laissa échapper un son, pas un mot. Le souffle soudain de quelqu'un la frappa là où elle n'avait aucune protection. Walter Finch regarda Miss Marple, puis Agnès, puis de nouveau Miss Marple, et une expression proche de l'horreur traversa son visage sec. « Seigneur, dit-il, Dorothée lui a bien parlé ce matin-là. » Personne n'a bougé. « Vous saviez ?» demanda l'inspecteur Graves. Finch déglutit. « Pas dans les détails. Elle a seulement dit qu'il fallait informer Hartwell que la situation ne pouvait pas perdurer, qu'elle avait été suffisante mais possessive, ce sont ses mots, et que la rente suffirait. J'ai conseillé de reporter la décision. Dorothea n'aimait pas reporter les choses. » Agnès laissa échapper un petit rire qui tenait presque du sanglot. « Adéquat. » Le mot tomba dans la pièce comme un objet brisé. Miss Marple répondit doucement. « Oui. » Un instant, Agnès parut encore maîtresse d'elle-même. Elle se tenait droite, le visage pâle et raide, les yeux fixés non pas sur Miss Marple, mais sur le fauteuil près de la cheminée, le fauteuil où Dorothea Peel s'était assise pour les recevoir tous. Puis, soudain, elle perdit tout son sang-froid. Ce n'était pas théâtral. C'était pire encore. C'était l'effondrement de quelque chose qui s'était trop longtemps maintenu debout par la seule force de sa volonté. Ses épaules s'affaissèrent, ses mains,
d'ordinaire si fermes, se mirent à trembler violemment. Elle s'assit, incapable de rester debout, et l'on vit alors non plus la compagne efficace de 15 ans, mais une femme épuisée, vêtue de gris, dont la vie entière s'était déroulée dans les chambres d'autrui. « Elle a dit, murmura Agnès, que je m'étais trop intégrée à l'endroit. Elle l'a dit de cette voix, cette petite voix douce qu'elle employait quand elle voulait avoir le dernier mot. Elle a dit que Geoffrey devait avoir sa chance et que les jeunes ne tenaient pas à hériter des vieilles habitudes. Des vieilles habitudes. » Ses lèvres se tordirent. 15 ans. 15 ans sans qu'un tiroir ne soit déplacé, sans qu'une lettre reste sans réponse, sans qu'un médecin ne soit oublié, sans qu'un dîner ne soit gâché. Quand M. Peel est mort, elle ne supportait pas de dormir seule dans la maison, et qui est resté éveillé avec elle? Quand elle a eu son premier malaise et qu'elle a cru mourir, qui a dosé les gouttes et est resté éveillé toute la nuit? Quand Geoffrey empruntait, mentait et revenait en réclamer davantage, qui a tenu les visiteurs à distance et les factures à l'écart de son plateau de petit déjeuner? Suffisant. Et là, personne ne parla. La pluie qui redoublait d'intensité dessinait une lueur argentée floue derrière les fenêtres. L'horloge française continuait de tic-taquer. Vera avait porté une main à sa bouche. Le regard du docteur Faraud était devenu à la fois doux et fatigué. Agnès leva les yeux vers Miss Marple avec une étrange férocité. Elle m'avait promis le chalet. Elle avait dit un jour, il y a des années, que je devrais toujours avoir un foyer. Pas par écrit. Jamais par écrit. C'était sa façon de faire. On vivait sur ses paroles et on découvrait ensuite que ce n'était que des politesses. Miss Marple a dit « Et donc vous l'avez tué ?» Agnès ferma les yeux. J'ai mis les gouttes dans le thé. Elle les a prises sans même y regarder. Elle prenait toujours ce que je lui apportais. C'était le pire. Sa voix tremblait. Je n'avais pas voulu... Enfin, j'y avais pensé, oui. On pense à des choses horribles. Tout le monde le fait. Mais au moment venu, c'était si facile. Elle se plaignait des roses. Les roses. Elle disait qu'elles avaient été coupées trop tôt et qu'elles ne seraient jamais bonnes pour le soir. Puis elle m'a dit de ne pas déballer les affaires d'hiver dans le placard Est, car après Noël, la maison serait réorganisée. Ses mains se tordaient l'une contre l'autre, impuissantes. Elle l'a bu. Elle a dit « Trop de sucre, Agnès ». Puis elle s'est mise à respirer bizarrement. Elle avait l'air surprise. Je pensais qu'elle allait m'accuser. Je crois que je le souhaitais. Mais elle a seulement paru surprise. Un léger frisson parcourut Vera. L'inspecteur Graves dit très calmement « Continuez ». Agnès rit de nouveau, d'un rire horrible. « Continuez » Il n'y avait rien à faire. Elle était morte. Je suis restée assise là, à regarder l'horloge. Je m'en souviens. Je la regardais parce que j'entendais Saint-Botolphe sonner les quarts d'heure et je me suis dit que si je ne bougeais pas, j'allais hurler. Alors j'ai bougé. J'ai débarrassé le plateau. Je l'ai lavé. Je l'ai habillée, car je ne supportais pas l'idée qu'on la voie dans son chemisier d'après-midi, comme une vieille femme. Je l'ai coiffée. Je lui ai apporté ses perles. Je l'ai déposée ici. Elle toucha la coudoir du fauteuil à côté du sien. Je me suis dit que si on devait la retrouver, autant qu'on la retrouve telle qu'elle était, toujours belle, toujours accueillante. Les yeux de Miss Marple ne quittaient pas son visage. Et Geoffrey? Je l'ai entendu dans le couloir, cet imbécile. Il est entré comme toujours, voulant quelque chose. Je suis resté dans le passage du garde-manger et j'ai écouté. Je l'ai entendu lui parler. J'ai perçu sa peur quand il l'a touché. Puis j'ai entendu le tiroir du bureau et j'ai su qu'il ne pensait qu'à lui. Même à ce moment-là. Sa voix se brisa sous l'effet du mépris et du désespoir. Quand il s'est enfui, j'ai compris. J'ai compris tout de suite. Il m'avait donné ce dont j'avais besoin. Et l'histoire du thé à 6 heures? Agnès acquiesça. Oui,
Je pensais que s'il la croyait encore vivante jusqu'au soir, si le docteur Faro disait que son cœur avait lâché, alors tout s'apaiserait. J'ai déplacé les roses parce qu'elles s'en étaient plaintes. Je me suis souvenu des invités. Je me suis souvenu de l'horloge. J'ai pensé à tout. Je pensais toujours à tout pour elle. Son visage se crispa. Mais pas assez. Miss Marple dit, presque pour elle-même. Non, pas assez. Agnès regarda alors l'horloge, la regarda vraiment, comme si elle voyait pour la première fois le petit ennemi poli qui l'avait trahi. « Je l'ai touché 2 fois, dit-elle. Une fois après le déjeuner, parce qu'elle l'avait remonté et qu'elle avait 1 minute de retard. Une fois plus tard, au moment où la lumière s'éteignait. Je voulais que l'atmosphère de la pièce soit parfaite. J'ai entendu la cloche de l'église et je l'ai réglée en fonction. Je pensais... » Elle s'interrompit. « Vous pensiez, dit Miss Marple, que si la pièce était parfaite, personne ne regarderait au-delà des apparences. » La réponse d'Agnès fut un murmure. Oui. Il n'y avait plus rien à demander. Le crime était désormais là, entier, dans la pièce, non seulement expliqué, mais présent. Le thé amer, la lumière fraîche de l'après-midi, le corps sur la chaise, le son de Sainte Botolph évaluant une fausse certitude sur une scène factice. L'inspecteur Graves s'est rendu auprès d'Agnès et lui a parlé avec une humanité qui lui a fait honneur. « Madame Hartwell, je dois vous demander de venir avec moi. » « Je sais... » Elle se leva docilement, mais ce faisant, son regard se porta de nouveau sur le fauteuil près de la cheminée. Un instant, chacun crut qu'elle allait s'y jeter, appeler la défunte à l'aide ou s'emparer de quelque chose. Au lieu de cela, elle dit simplement, avec une simplicité terrible, « Je n'ai jamais voulu qu'elle ait l'air ordinaire. » Vera se mit alors à pleurer, doucement, la tête baissée. Le docteur Faro posa une main sur son épaule. Agnès se tourna vers la porte, l'inspecteur Graves à ses côtés. À mi-chemin, elle s'arrêta et se retourna vers Miss Marple. « Vous comprenez, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Pas ce que j'ai fait, mais comment c'est arrivé ?» Miss Marple, petite et maigre, debout près de la cheminée, laissa transparaître le désespoir sur son visage. « Oui, » dit-elle, « c'est pour ça que c'est si terrible. » Agnès fit un petit hochement de tête étrange, presque de gratitude, et sortit. Le bruit de la porte d'entrée qui se refermait en bas parvint à travers la maison avec une clarté surnaturelle. Puis la pluie et le tic-tac emplirent l'espace qu'elle avait laissé. Personne ne bougea pendant quelques instants. Walter Finch ôta ses lunettes et les polit avec des doigts moins assurés que d'habitude. « J'ai conseillé à Dorothea, dit-il enfin, de ne pas parler avant que les choses ne soient réglées. Elle avait une grande confiance en sa capacité à gérer les gens. » Miss Marple a dit « Oui, cela semble amer de dire cela des morts. C'est plus amer quand personne ne le dit. » Vera se leva de sa chaise et alla à la fenêtre. Elle resta là, à contempler les ifs sombres et humides. « Geoffrey va en payer le prix, dit-elle. Pas autant qu'il le mériterait peut-être, mais il en paiera le prix. » Miss Marple lui jeta un coup d'œil. « Vous en saviez plus que vous ne l'avez dit. » Je savais qu'il y était allé. Je savais qu'il était capable de laisser une autre femme être soupçonnée en espérant que la chance le sauverait. C'est une méchanceté qu'on n'oublie pas. « Non, » dit Miss Marple, « on ne le fait pas. » Le docteur Faro prit une longue inspiration. « Et Madame Peel ? Nous sommes en train de nous arranger avec elle aussi, n'est-ce pas? Perspicace, vaniteuse, autoritaire, presque méritée. » L'expression de Miss Marple s'adoucit. « Oh non, elle ne méritait pas de mourir. On mérite rarement la façon dont la mort nous frappe. Dorothea Peel avait du charme, du courage, de l'égoïsme, une générosité par moments, et une certitude très dangereuse que les services rendus peuvent être mesurés et payés comme une facture. Elle blessait les gens sans se rendre compte de la profondeur de la blessure.
C'est assez courant. Ce n'est pas un crime capital. Le médecin acquiesça. L'horloge de l'église a sonné 6 heures, trop tôt, comme toujours. Le son pénétra dans la pièce et la traversa. Vera sursauta légèrement. Walter Finch jeta un coup d'œil machinalement à sa montre, puis parut honteux. Miss Marple écouta les derniers échos s'estomper. « Voilà, dit-elle doucement. Sam Botolph a encore le dernier mot, même si ce n'est pas le bon. » Quand elle et Madame Dolby rentrèrent chez elles au crépuscule, la pluie avait presque cessé. Les lampadaires du village s'allumaient un à un derrière les feuilles mouillées et le pavé luisant. Personne ne les arrêta, mais les rideaux se levèrent à leur passage. Chipping Ferrers avait déjà entamé le travail délicat d'intégrer son scandale à l'histoire. Madame Dolby, qui s'était tenue à carreau au prix d'un grand effort pendant toute la durée des événements, prit enfin la parole d'une voix basse et troublée. « Jane, je n'arrive pas à me faire à l'idée de la terrible banalité de la situation. Du thé, des fleurs, une horloge, une femme à qui l'on dit qu'elle n'est plus désirée. On s'attend à ce qu'un meurtre soit la conséquence de quelque chose de plus grave. » Les chaussures de Miss Marple résonnaient doucement sur le chemin humide. « En général, cela provient de quelque chose de plus grand, ma chère. Seulement, cette chose plus grande vit souvent depuis des années à l'intérieur de la chose ordinaire. » Au portail de la maison de Madame Dolby, Mademoiselle elle-même émergea de l'obscurité, telle une incarnation de la morale enveloppée dans un imperméable. « Mes chers, j'avais presque décidé de rentrer. Quel temps, quelle angoisse. Je n'ai rien entendu, bien sûr, mais tout le monde dit... » Madame Dolby interrompit avec une fermeté inhabituelle. « Tout le monde peut parler moins ce soir, Constance. » Mademoiselle Ville, réprimandée, a en revanche suscité de la sympathie. Pauvre Agnès, pauvre Dorothée, pauvres tous en fait. Mais je dois dire que cela nous apprend. Non, répondit Miss Marple. Mademoiselle Ville cligna des yeux. Ma chère Miss Marple, cela n'apprend rien de général, seulement cette douleur particulière. Constance, n'y trouvant aucun réconfort, s'en alla. Les jours suivants, le village reprit ses habitudes, avec une indécence presque mal placée. On livra du pain. On photocopia les avis paroissiaux. Le docteur Faraud se remit à soigner les toux des enfants et les maladies hépatiques des vieillards. Geoffrey Sable resta cloîtré chez lui 2 jours, puis on l'aperçut dans le chemin, la tête baissée, arborant une humilité nouvelle qui pourrait bien, ou non, durer. Vera ne fut vue qu'une seule fois en sa compagnie. Elles marchaient à quelques centimètres l'une de l'autre. Peel House fut fermée pendant une semaine, puis partiellement rouverte sous la direction de Walter Finch. L'inventaire suivit la période de deuil, comme toujours. On fit l'inventaire des armoires à linge, on compta l'argenterie, on attacha les lettres et on les classa. Un cousin éloigné arriva de Bath pour constater ce que la tragédie et les formalités successorales laissaient derrière elle. Miss Marple n'y retourna qu'une seule fois. C'était par un après-midi pâle, vers la fin du mois. Monsieur Finch lui avait demandé, comme on le fait avec un témoin devenu malgré lui partie prenante à une affaire, de vérifier 1 ou 2 objets personnels de Madame Peel, au cas où quelque chose aurait été déplacé. Rien n'avait été déplacé. Dorothea Peel, même après sa mort, était restée impeccable. Le salon était ouvert sur un faible soleil. La cheminée était allumée, mais faiblement. Le fauteuil près du foyer avait retrouvé sa place. L'horloge française fonctionnait. Sur la table d'appoint ne reposait ni roman, ni pince-nez, ni boîte en émail. La pièce était de nouveau en ordre, et par conséquent, pensa Miss Marple, plus solitaire. Dans le hall, il restait cependant une petite trace de ce qui s'était passé. Sur la table du porte-parapluie se trouvait le registre du comité paroissial des récoltes, apporté par erreur parmi les affaires de Madame Peel. Mademoiselle l'avait déjà demandé à 2 reprises. La page était ouverte, là où les noms des personnes chargées des tâches étaient inscrits de la main soignée de Dorothea Peel. À côté de Fleur, allée sud, était écrit « Madame Hartwell ». Personne ne l'avait barré. Miss Marple resta quelques instants à contempler l'encre.
Puis elle referma le livre et le tendit à la servante. « Mademoiselle Ville va en vouloir. »« Oui, mademoiselle. Peut-être pas aujourd'hui. » La bonne semblait soulagée. Lorsqu'elle atteignit le portail, l'horloge de Sainte-Botolphe sonna 4 heures. Comme toujours, elle était en avance. Le son se répandit sur les pelouses humides, les fenêtres vides du salon et la ruelle au-delà, où les feuilles commençaient à s'accumuler dans les caniveaux. Madame Dolby, qui attendait à côté de la voiture, a demandé « La maison a-t-elle beaucoup changé ?»« Non », répondit Miss Marple. « C'est la mélancolie des maisons. Elles changent moins vite qu'on ne le croit. »« Et la chambre ?» Miss Marple a jeté un dernier regard en arrière. Par la fenêtre du salon, elle apercevait l'horloge française sur la cheminée, dont le tic-tac était régulier et précis. Pourtant, quelque chose dans la pièce demeurait inachevé. Invisible, innommable, mais bien présent. Cette absence que conservent les objets domestiques longtemps après que les domestiques les aient dépoussiérés. « Dorothea Peel aimait que les choses soient exactes, dit-elle. Agnes Hartwell a conservé cette exactitude jusqu'à la fin. C'était un don terrible. » Madame Dolby frissonna légèrement. Ils s'éloignèrent lentement en voiture à travers le village. Au mur du cimetière, une rafale de vent souleva une poignée de feuilles qui s'envolèrent sur les pierres comme des mains effrayées. Mademoiselle Ville, devant le porche, expliquait à un petit garçon les chants de cantiques. Geoffrey Sable, plus loin sur la route, ôta son chapeau au passage de la voiture. Vera n'était pas avec lui. Ce soir-là, après le souper, Miss Marple était assise près du feu, son tricot intact. Madame Dolby somnolait légèrement en lisant un magazine. L'horloge de l'église, qui avançait rapidement, sonna 9 heures. Son erreur habituelle ne l'amusait plus. Après un moment, Madame Dolby dit, à moitié endormie, « Qu'est-ce qu'Agnès a dit déjà? À propos de ne pas vouloir que Madame Peel ait l'air vulgaire? » « Oui. Je n'arrête pas d'y penser. »« Non, » répondit Miss Marple. « Moi non plus. » Madame Dolby ouvrit grand les yeux. « Tu l'as prise en pitié. »« Oui. »« Et Dorothea Peel ? » ?»« Oui. » « Cela semble impossible. » Miss Marple croisa les mains sur la laine posée sur ses genoux. « C'est souvent impossible. C'est pourquoi il faut le faire séparément. » Dehors, la nuit était devenue parfaitement calme. Puis, faiblement et tardivement, un autre son parvint dans l'obscurité. L'horloge française de Peel House, portée par le hasard et la distance, sonna le quart d'heure depuis une pièce vide. Miss Marple leva la tête. Madame Dolby ne l'a pas entendu. Elle s'était rendormie. Mais Miss Marple écouta jusqu'à ce que la dernière note ténue s'éteigne et pensa à une femme en gris qui avait passé 15 ans à gérer le temps d'une autre femme. Et au moment où elle crut, fatalement, que la maison se souviendrait. Ça n'arrive jamais.